ça. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein. Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. De si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On va t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. Mon invité de ce matin est la figure de la gauche suisse. Il est l'un des leaders politiques les plus influents du pays. Il revient cet automne au centre des débats à l'approche des votations du 24 novembre prochain. Après avoir remporté 2 victoires majeures cette année avec l'introduction de la 13e rente AVS et le rejet de la réforme de la LPP, mon invité se concentre sur l'amélioration des rentes, en particulier pour les bas salaires et les femmes, en prônant une approche solidaire. Les votations à venir porteront sur 4 objets majeurs: l'extension des autoroutes à 6 voies, ainsi que 3 référendums touchant la sous-location, la simplification des résiliations des baux à loyer et le financement uniforme des prestations de la santé. Pour en parler, ce matin, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre-Yves Maillard. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Maillard? Ça va. Merci de commencer la semaine avec nous. Mais de rien, merci de l'invitation. Merci d'être là. Vous me disiez que ça va être chaud ce mois de novembre, enfin cet automne. Bon, toute l'année aura été comme ça, quoi. C'est tous les 3 mois. Ça s'arrête jamais. Un nouveau débat important. Là, il y aura effectivement beaucoup d'objets, avec 2 sujets quand même très sensibles pour le porte-monnaie des gens, c'est-à-dire le loyer et le système de santé. Malheureusement, avec le Parlement qui, selon moi, a pris, enfin pas seulement selon moi, mais selon nous, on a là des solutions qui sont malheureusement négatives pour le pouvoir d'achat des gens et qui sont des menaces sur l'approvisionnement en soins de qualité. C'est malheureusement la fuite en avant dans une voie qui déjà montre ses limites, quoi. Ouais. Alors j'avais ce sentiment là, on essaie de faire des choses d'un côté, dès qu'on règle un problème, c'est l'autre côté que ça commence à être un peu plus problématique. Quoi qu'il en soit, on a vraiment l'impression qu'on est en train de serrer la vis comme c'est pas permis chez tout le monde et que ça va être très compliqué. Donc vous avez du pain sur la planche pour la suite, hein. Oui, on a du pain sur la planche. Il faut aussi mettre en œuvre cette 13e rente. On va commencer les débats en commission ce mois. Ce ne sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Alors, malheureusement, il n'y a pour l'instant pas de majorité pour la verser en 2025. Donc, ça risque d'être plutôt 2026, mais ça ne peut pas être plus tard que 2026. Le texte de la Constitution est très clair, celui qu'on a voté. Donc, voilà, ça c'est l'un des aspects. On va quand même essayer de demander un versement en décembre 25. Et puis, pour le reste, il faut trouver un financement qui soit solidaire, qui soit juste. Et pour nous, c'est une légère augmentation des cotisations salariales. Comme on l'avait dit dans la campagne, 0,8 finance l'entier de la 13e rente, donc 0,4 pour les salariés, 0,4 pour les employeurs. Probablement que même, ça pourrait même être moins au début parce que l'AVS va faire cette année probablement près de 4 milliards de francs de bénéfices. D'accord. On va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on revienne un peu sur vos récents succès qui vous placent au premier plan de la scène politique suisse. Comment vous gérez cette nouvelle notoriété et les attentes finalement qui en découlent, parce que du coup ça met un peu plus la pression peut-être. Ça c'est vrai. Mais en tout cas, chaque jour où je vais à Berne en séance de commission ou du plénum, je réalise à quel point ce slogan selon lequel je serai le plus influent du pays est assez faux, disons. Je vois bien que les majorités sont pas de mon côté le plus souvent. Par contre, devant le peuple, c'est vrai qu'on a des succès, parce que malheureusement la politique qui se conduit à Berne, elle est assez peu soucieuse des intérêts du plus grand nombre. C'est quand même souvent les intérêts particuliers, ce qu'on appelle les lobbies, qui s'imposent, notamment dans le domaine de la santé. Vous avez quand même un soutien qui est non négligeable. On a pu le voir notamment dans un article du Blick qui évoquait votre possible candidature au poste de conseiller fédéral, et que vous auriez le soutien de Christophe Blorer qui est finalement de l'autre côté de la barrière, des rejetés d'une part, mais aussi pas du même côté politique.
C'est de l'info ou de l'intox? Mais, disons, il y a eu deux successions socialistes. Je ne me suis pas présenté. Ça dit que maintenant j'ai un engagement qui me convient, qui correspond aussi à ce que j'ai envie de faire. J'ai fait 15 ans de politique d'exécutif dans le canton de Vaud avec beaucoup de plaisir. Maintenant, je crois, une fonction qui est importante d'un côté, c'est de représenter les salariés organisés dans les syndicats. C'est beaucoup de monde et puis c'est des enjeux importants qui suffisent largement à mon bonheur. Voilà. Très bien. On va parler des votations du 24 novembre tout à l'heure, si vous voulez bien. J'aimerais juste qu'on revienne 2 secondes sur l'émission Temps Présent, qui vous a consacré tout un reportage sur votre saga et votre succès. Quels sont les retours que vous avez eu autour de cette émission? Parce qu'on parle que de ça. Ah bon? Bon, je crois qu'elle s'était fait avec sérieux et moi je l'ai regardé. La seule chose, je pense, qui a été peu abordée, c'est l'expérience au Conseil d'État, c'est-à-dire le travail concret dans un exécutif. Mais pour le reste, j'ai trouvé ça assez bien fait, même si je suis pas le mieux placé pour en parler. Ouais. Voilà. Les retours que vous avez eus? Bon, les gens qui l'ont regardé ont trouvé ça plutôt bien. Ouais. Plutôt, en tout cas, certains ont appris des choses, même si beaucoup de choses étaient connues de mes proches. Bien sûr. Voilà, la séquence football était particulièrement appréciée par certains. Apparemment. Même si ça remonte vraiment à très loin. Très bien. Moi, je vous demande pas si vous avez regardé les résultats de la Nati ce week-end. On va pas prendre les sujets. Oui, j'ai regardé. Bon. Un peu déçu, quand même. Non. Ils ont un beau jeu, mais malheureusement, il faut être un peu plus énergique devant le but, quoi. Effectivement. Voilà, mais bon, ça tournera. Ils ont des bons joueurs. Je pense que ça va aller. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Pierre-Yves Maillard, merci d'être avec nous. Monsieur Maillard, on va revenir sur les 4 objets qui nous attendent pour le 24 novembre prochain pour la votation. Je vous propose de commencer par le sujet de la santé. La santé suisse et le sujet du financement uniforme des soins de la santé. Ensuite, je vais y arriver. Encore un sujet santé, encore un sujet sur lequel vous allez être appelé à certainement devoir donner vos idées par rapport à ce sujet. En quoi ce financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires vise-t-il à alléger finalement le fardeau des primes des assurés en Suisse? Pour qu'on comprenne bien, parce que c'est un sujet qui est assez compliqué finalement. On comprend plus ce qu'on doit voter. Ouais. La première chose, c'est que toute réforme du système de santé de ces 30 dernières années a toujours été présentée comme ayant pour but de baisser les primes. Ouais. On a vu ce que ça donne, d'abord. Donc, on voit bien, quand on a fait TARMED, on a dit ça va améliorer la médecine de premier recours et ça va modérer la croissance des primes. Quand on a fait le nouveau financement hospitalier en 2012, on a dit ça va améliorer la situation des primes. Et puis, on voit que c'est pas le cas. Ouais. La constante de ces réformes, c'est de vouloir affaiblir le rôle de l'État, des cantons, et de donner davantage de pouvoir à ce qu'on appelle les partenaires tarifaires, c'est-à-dire les assureurs et les faîtières médicales, notamment la FMH. D'accord. C'est eux qui fixent les tarifs, qui organisent les structures tarifaires, et le but à Berne, de la majorité, c'est de limiter le pouvoir des cantons, donc le pouvoir de l'État. C'est ce qu'on appelle la dérégulation ou la libéralisation. C'est la grande affaire du système de santé suisse, c'est qu'il se libéralise toujours plus. On a voulu mettre, par exemple, les cliniques privées en concurrence avec les hôpitaux publics, qui font pas du tout la même chose, mais c'était au nom de la sacro-sainte concurrence, et on voit que dans le domaine de la santé, la concurrence, ça marche pas. Il faut de l'organisation, de la coopération. Donc ça, c'est la première des remarques. La deuxième chose, qu'est-ce que propose cette réforme? Il y a 13 milliards d'argent aujourd'hui qui sont gérés par les cantons et qui vont directement aux hôpitaux. La première mesure, c'est que ces 13 milliards n'aillent plus directement aux hôpitaux, mais aillent chez les assureurs. Et que les assureurs gèrent non seulement l'argent de nos primes, mais une partie de l'argent de nos impôts, celui qui va au sein des hôpitaux. Et puis pour ça, on dit, ainsi, avec cet argent global, au fond, cette masse d'argent global, les assureurs vont pas seulement payer les hôpitaux et l'ambulatoire, c'est avec des clés de répartition différentes, ils vont tout payer avec la même clé de répartition. Ouais, d'accord.
En fait, même Mme Baumschneider, qui défend la réforme au nom du Conseil fédéral, dit l'impact d'économie sur 10 ans, c'est, elle dit maintenant 450 millions de francs, c'est-à-dire 1,5%. Donc si ça marche comme ils disent, alors que jusqu'à présent ça n'a jamais été le cas, ce sera 1,5% dans 10 ans de moindre croissance. Parce que quand vous avez il y a une autre étude commandée par le Conseil fédéral qui s'appelle, une étude qui a été faite par la société Infras, qui dit dans 10 ans, à 10 ans, la réforme aura pour effet de faire que les primes maladie auront augmenté de 42% au lieu de 44 ou 45%. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à des baisses de primes. Nous pensons que c'est l'inverse qui va se passer. C'est qu'en donnant toujours plus de pouvoir à ces partenaires tarifaires, comme on l'a fait dans le passé, on n'a que des hausses de coûts et donc des hausses de primes. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut quand même changer quelque chose, il faut passer à autre chose, c'est le temps de tourner la page. Depuis 2007, nous disons nous que le système d'assurance devrait être organisé avec une caisse unique, que ce soit par canton ou à l'échelle nationale, pour éviter tous les gaspillages que le système de concurrence entre les caisses propose, mais surtout pour avoir un acteur d'intérêt public qui ne fasse que l'assurance de base, qui ne fasse pas encore les privés, parce que ça implique un conflit d'intérêts. Un seul acteur d'intérêt public qui soit vraiment décidé à maîtriser ses coûts, et puis il faut que la prime tienne compte du revenu. On a proposé ça en 2007, malheureusement ça n'a pas marché, on l'a refait en 2014, ça n'a toujours pas marché, avec un peu plus de succès cette fois-là en Suisse romande. On a proposé le plafonnement des primes dès que ça touche 10% du revenu au mois de juin. Ça fait 3 fois qu'on essaye de réformer ce système. On s'approche des 50%, il faudra encore une 4e tentative pour que ça marche. Jeudi dernier, j'ai reçu sur ce plateau Stéphanie Monod, co-chef du département épidémiologique et du système de santé à Unisanté Lausanne, au Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne. C'est un sacré titre. Hein. Elle était mon invitée la semaine dernière. Nous sommes revenus sur justement cette nouvelle hausse des primes maladie annoncée en 2025 et nous avons également évoqué la votation du 24 novembre prochain. Je vous propose juste d'écouter ce qu'elle en dit. Tous les partenaires plaident le oui. Il faut dire que cette réforme, ça fait 15 ans qu'on en parle au Parlement. Ouais. Donc je comprends les parlementaires et les acteurs qui sont heureux d'avoir enfin abouti à un consensus. Moi, je pense qu'il y a 15 ans, c'était une bonne réforme. Cette uniformisation du financement, elle aurait permis un certain nombre de choses, certainement. Moi, je dis aujourd'hui, c'est trop tard. Et de s'embarquer dans une telle réforme technique, aujourd'hui, va nous faire perdre un temps phénoménal sur ce qu'on devrait, au contraire, penser comme réforme profonde sur le pilotage du système de santé. Que pensez-vous de ce qu'a dit Mme Monod ? Je partage tout à fait cet avis parce que l'autre problème de ces réformes, c'est que d'une part, elles continuent d'aller toujours dans le même sens, mais d'autre part, pendant qu'on fait ça, c'est un argument pour ne pas faire autre chose. L'essentiel du problème, maintenant si je parle du financement du système de santé, il y a le côté prime, nous avons dit, on a assez longtemps dit ce qu'on pense qu'il faut faire, mais maintenant il faut voir comment on alloue cet argent au système de santé. Le paradoxe, c'est que on va mettre en 2025 pas loin de 7 milliards de plus dans le système de santé qu'il y a 3 ans, par nos primes. Or, on a la plupart des hôpitaux qui sont en déficit. C'est tous ceux qui font du 24/24, 7/7 pour toutes les activités et tous les patients. Ceux-là sont en sous-financement chronique. La première ligne de soins, les généralistes, les pédiatres, eux aussi sont en souffrance. Et puis on a des secteurs qui sont parfaitement bien financés, mais trop financés. Tout ce qui est électif, beaucoup de spécialités ont des financements qui sont énormes, notamment parce que les systèmes tarifaires sont complètement déficients. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est arrêter de continuer à donner l'argent via ces systèmes tarifaires négociés par les partenaires tarifaires et avoir davantage de subventions à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a un canton qui dit cet hôpital a besoin d'argent, nous en débattons au sein du gouvernement, ensuite au sein du Parlement et on décide de donner un volume de francs et on sait où va cet argent, c'est contrôlé démocratiquement. Ce qui manque, c'est du contrôle démocratique. Au fond, qu'on gère un peu le système de santé comme on gère l'école. L'école aussi, c'est un besoin de première nécessité. On ne fait pas un système tarifaire national avec des représentants des profs, des représentants d'assureurs privés qui financeraient aussi les écoles privées par ailleurs, pour dire on vous laisse faire, pour vous donne chaque année un peu plus de primes ou d'impôts. Non, on fait des débats dans les cantons avec des grands conseils, des commissions des finances, un gouvernement qu'on peut élire ou ne pas réélire s'ils font mal leur boulot. Ça, c'est comme ça qu'on finance un service public. Et le système de santé devrait être davantage financé comme ça et moins par ces systèmes tarifaires qui donnent l'illusion qu'au fond on peut mettre en concurrence
assurance, tout ce petit monde, avec une assurance obligatoire et avec la garantie que les prestataires seront financés, au fond, quel que soit leur choix d'activité, alors qu'on a besoin de concentrer l'argent sur vraiment les services de première nécessité, les services de base. Ouais. Donc vous invitez à voter non, du coup. Donc les syndicats ont lancé le référendum contre, enfin, surtout le syndicat des services publics qui a lancé le référendum. Et moi, je vais voter non, oui. Ce sujet revient tout le temps, ce sujet de la santé. Notre système est malade, on peut le dire. On est en train de préparer une nouvelle initiative populaire. Ouais. J'espère qu'on pourra lancer l'an prochain, deuxième moitié de l'année prochaine, où on va essayer de trouver un texte qui, cette fois, vraiment ait toutes les chances de passer. Ouais. Comme la 13e rente, il nous faut un texte simple, qui s'applique vite, et j'espère qu'avec ce projet, on arrivera enfin à sortir de cet enfer, quoi. Ouais. Faire les choses simples, faire les choses simples, c'est pas toujours très simple, justement. Non, c'est ça le paradoxe. Trouver vraiment Et puis je crois qu'il faut qu'on renonce à l'idée que on a souvent fait des textes en disant, ma foi, l'initiative populaire, c'est forcément un changement dans la Constitution, donc c'est des grands principes. Mais après, la loi doit s'appliquer. Mais là, on n'a plus le temps. Il faut qu'on trouve un texte dans la Constitution qui soit d'application immédiate, c'est-à-dire sans qu'ensuite on s'en remette au Parlement, parce que d'abord, ça prendra trop de temps, puis malheureusement, le Parlement n'appliquera pas une réforme qui va dans le sens de ce qu'on propose. À moins qu'on change de Parlement, ce qui est toujours possible. Je rappelle que tous les 4 ans, le Parlement, on le réélit, et qu'on peut aussi élire des gens moins liés au lobby. Ça, c'est toujours possible. Malheureusement, c'est très lent, les changements dans le Parlement, donc il faut s'en remettre à la démocratie. Et vous ne croyez pas au Père Noël non plus. Voilà. C'est ça. Ça m'a passé. Ça m'a passé il y a longtemps. On passe peut-être très rapidement sur le sujet, le temps qu'il faudra, mais très rapidement sur le sujet du droit du bail, de référendum. Le bail et la sous-location. Votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans les deux cas, c'est des réformes qui ont été faites dans l'intérêt des bailleurs, c'est-à-dire des propriétaires, pour faciliter les résiliations de baux. Ouais. C'est évidemment absolument pas ce qu'il faut faire en ce moment. Ce qu'on devrait faire plutôt aujourd'hui dans le droit du bail, c'est de faire en sorte que la loi s'applique. Oui. On a des baux qui sont dans beaucoup de situations trop élevés par rapport à la base légale, notamment la baisse du taux hypothécaire qu'on a connue pendant ces 15 dernières années n'a pas été répercutée, ce qui fait que les gens payent des milliards de francs de loyer en trop, ont payé des milliards de francs de loyer en trop. Évidemment, dès que le taux hypothécaire est remonté, en revanche, on a vu beaucoup de gérants et de propriétaires qui ont, alors qu'ils n'avaient pas baissé, qui se sont mis à augmenter les loyers, ce qui fait qu'on est dans une situation dramatique pour beaucoup de gens dans le marché du logement. Et ce qu'il faudrait, c'est là aussi un contrôle public des loyers. On fait des contrôles TVA, par exemple. Les entreprises connaissent des contrôles TVA. Donc, les entreprises sont bien plus nombreuses que les gérances. Pourtant, il y a régulièrement des contrôle pour vérifier que les entreprises appliquent la TVA. On pourrait faire aussi de manière publique des contrôles des loyers. Ça aussi, c'est un projet qu'il faudra lancer. Mais il ne faut surtout pas affaiblir encore les protections des locataires comme les deux projets de loi le proposent. Ouais. Sur la sous-location non plus, vous n'êtes pas d'accord, évidemment ? Ben non, parce que là aussi, c'est déjà réglementé. Quand les gens ont un bail à loyer aujourd'hui, ils le gardent comme la prunelle de leurs yeux. Puis s'il y a un moment donné, je sais pas, ils doivent déménager pour quelque temps. Il faut qu'ils aient une certaine liberté de pouvoir occuper leur loyer sans avoir à résilier le bail. Parce que sinon, résilier un bail, c'est se remettre à nouveau sur le marché. Et on sait que c'est là que les prix sont complètement fous. En effet. Ouais. On passe également au sujet de l'autoroute, ce projet de 6 voies sur l'autoroute, notamment Lausanne-Genève. On le sait, il y a des bouchons tous les jours. Ouais. Ici, dans les studios, on le voit très très bien, puisqu'on a carrément vu sur ce qu'on peut vivre tous les jours et tous les soirs dans la circulation. Votre avis sur ce tronçon autoroutier, faut-il faire quelque chose ? De toute façon, il faut faire quelque chose, mais quoi faire ? Est-ce que c'est la bonne solution qui est proposée à votre avis ? Moi, j'ai voté non, mais je reconnais que le problème existe. J'ai regretté qu'il n'y ait pas de solution pragmatique
mécanique possible, par exemple en utilisant mieux ce qu'on fait dans la région lémanique jusqu'à Morges, c'est-à-dire d'utiliser l'espace complet avec la bande d'arrêt d'urgence, moyennant évidemment une réduction de la vitesse. Je pense que entre Lausanne et Genève, mais pas seulement entre Lausanne et Genève, entre Lausanne et Villeneuve aussi, à certaines heures, on devrait admettre que c'est du 80 à l'heure. De toute façon, on n'arrivera pas plus tard. Et puis alors qu'on puisse utiliser l'entier du dispositif, il me semble que surtout l'arc lémanique, c'est un peu un dispositif de ce genre qu'on devrait faire. Donc je suis pas complètement fermé à ce qu'on améliore les infrastructures avec la croissance de la population qu'on a connue. Mais là, on a l'impression que c'est beaucoup d'argent pour des élargissements ponctuels qui règlent de nouveau pas tellement le problème. Par ailleurs, ce qu'il faut, c'est vraiment investir massivement dans le rail, et notamment dans les infrastructures de transport, parce qu'on refait les gares, c'est sans doute très bien, mais il faut surtout qu'on puisse rouler. Et là, on a pris du retard, c'est des investissements qui prennent des décennies, donc malheureusement, on est dans une situation compliquée. Mais dans l'immédiat, je trouve qu'il y aurait plus à faire en réduisant la vitesse et je suis pourtant automobiliste, hein, donc je vois bien, mais je pense que sur l'arc lémanique, 120 à l'heure, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Il y a trop d'accidents. Et donc c'est chaque fois, c'est quand il y a des accidents qu'évidemment le trafic là est bloqué pendant des heures. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler un problème de maintenant, et quand on aura réglé ce problème de maintenant, ça sera déjà trop tard, parce qu'il faut avoir une vision peut-être un peu plus sur le long terme. Vous avez peut-être donné une piste, le rail, à mon avis, est aussi une solution, mais peut-être qu'il faut les deux, peut-être qu'il faut réfléchir à une solution hybride, en quelque sorte. De manière générale, moi, je suis frappé de voir comment on vit sur les acquis d'une génération qui a été pourtant très décriée. On a beaucoup dit que ce qui s'était fait dans les années 60 était tout faux. Il y a bien sûr eu des choses inacceptables ou des choses qu'on ferait autrement aujourd'hui, notamment en termes de préservation de l'environnement. Mais il faut voir qu'on a, grâce à cette génération, un réseau de routes nationales, un réseau énergétique, on a des barrages qui ont été faits, des lignes à haute tension, on a des hôpitaux. Le CHUV a été mis en service au début des années 80, mais décidé fin des années 60. Si cette génération-là n'avait pas fait ces investissements, je ne sais pas comment on aurait vécu. Et nous, notre génération doit aussi admettre qu'il faut investir. Et puis pas investir au compte-gouttes, mais investir massivement pour qu'on puisse avoir... on dit qu'il ne faut pas laisser de dette aux générations futures, mais il faut aussi leur laisser des infrastructures. Et heureusement, quand j'étais au Conseil d'État, on a pu investir pour l'hôpital, pour le CHUV. Il y aura bientôt un hôpital des enfants qui va se créer. On a agrandi, on a doublé la capacité du bloc opératoire. On a créé un nouvel hôpital psychiatrique à Seury. On a essayé de revenir à des stratégies d'investissement. On a aussi fait cet hôpital à Réna. On devrait faire dans les transports et dans l'énergie de la même chose. On doit investir pour les générations futures. 7 milliards. Et puis c'est toujours compliqué parce qu'il y a évidemment des oppositions. Maintenant, on a un droit du sol qui est beaucoup plus complexe qu'avant. On a les marchés publics. Donc, on a beaucoup plus d'obstacles qu'auparavant. Et en plus, il y a une idéologie qui dit il faut que l'État en fasse moins. Alors que c'est justement ces investissements-là qui ont été décidés par l'État qui font qu'on a pu vivre de manière vraiment favorable ces dernières décennies. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Merci M. Maillard, en tous les cas, d'être venu ce matin. Donc, en résumé, 4 fois non ? Au moins, ce sera 4 fois non, oui. 4 fois non, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Maillard, aujourd'hui ? À part une bonne semaine et une bonne journée. Une bonne semaine, très bien, comme à tout le monde. Voilà, bonne semaine, bonne journée. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci d'être venu merci ce matin. À vous. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. On va parler santé avec notre nutrithérapeute Isabelle Agassi. À tout de suite.